Lorsqu'un bras de fer diplomatique s'éternise, lorsqu'une hostilité froide s'installe et que les rancœurs s'empilent année après année, il suffit d'une étincelle pour que tout bascule dans le fracas des armes. Une confrontation ouverte devient alors une possibilité bien réelle. Lorsqu'un bras de fer diplomatique s'éternise, lorsqu'une hostilité froide s'installe et que les rancœurs s'empilent année après année, il suffit d'une étincelle pour que tout bascule dans le fracas des armes. Une confrontation ouverte devient alors une possibilité bien réelle. C'est précisément le scénario redouté au Maghreb. À une différence près, Téhéran et Tel Aviv ne se font pas face directement sur une ligne de démarcation. Plusieurs territoires s'interposent. La Jordanie, l'Irak, la Syrie, formant une distance géographique qui agit, au moins en apparence, comme un tampon. Rien de tel entre Alger et Rabat. Là, la frontière existe, tangible, immédiate. Et cette proximité change profondément la nature du risque. Voilà pourquoi j'insiste aujourd'hui. Au Maghreb, il est temps d'ouvrir les yeux. Chaque fois que les querelles diplomatiques se transforment en combats médiatiques fratricides, chaque fois que la rivalité se nourrit d'orgueil et que l'hostilité s'enracine dans les esprits, on joue avec le feu. Plus on tarde à chercher un terrain d'entente, plus on laisse la situation s'envenimer jusqu'au point de non-retour. Et à ce stade, la glissade vers l'affrontement armé n'est plus une hypothèse lointaine, c'est une menace imminente. Oui, le danger est réel. Extrêmement réel. Il suffit d'observer ce qui se déroule ailleurs sur le continent africain. Les crispations entre Kigali et Kinshasa, les tensions persistantes entre Asmara et Addis Abeba. Lorsque le dialogue disparaît et que personne ne veut faire un pas vers l'autre, la logique des armes finit par s'imposer. Sans compromis ni négociation capable de réintroduire un minimum de lucidité, l'escalade devient presque mécanique. Quant à Israël, ses intentions sont affichées sans détour. Empêcher Téhéran d'accéder à l'arme nucléaire, affaiblir, voire renverser le pouvoir en place en Iran, ses objectifs ne sont pas dissimulés. Cela étant dit, il ne s'agit pas d'établir une équivalence simpliste entre cette confrontation au Moyen-Orient et les tensions entre Alger et Rabat. Les contextes diffèrent, même si certaines dynamiques peuvent inspirer réflexion. Ce qui trouble profondément dans cette séquence, c'est le rôle joué en coulisses. Tel Aviv n'a pas seulement observé les discussions entre Washington et Téhéran. L'État hébreu a tout fait pour freiner, voire bloquer, toute tentative d'accord diplomatique. Mieux encore, il a exercé une pression considérable afin d'impliquer directement les États-Unis dans l'escalade. Et ce schéma n'a rien d'exceptionnel. Dès que deux puissances s'enferment dans la défiance et l'hostilité, d'autres acteurs régionaux s'invitent dans la partie et attisent les braises. À partir de là, une rivalité diplomatique ou une simple guerre froide peut très vite se transformer en affrontement armé. La leçon devrait être évidente et urgente. Du côté iranien, comme du côté israélien, personne n'a réellement voulu céder du terrain. Aucun compromis, aucun pas en arrière, chacun est resté solidement accroché à ses certitudes. Maintenant, déterminer qui détient la vérité ou distribuer les blâmes n'est pas notre propos. Nous ne sommes ni dans la propagande ni dans la surenchère sensationnaliste. Il ne s'agit pas de proclamer la supériorité de l'un sur l'autre, ni de délivrer un verdict moral. Il s'agit de décrypter une dynamique. Et cette dynamique est préoccupante. Le monde traverse une période de crispation diplomatique intense. Pendant la confrontation entre Washington et Moscou au siècle dernier, malgré la tension extrême, un seuil implicite ne devait pas être franchi. Une règle non écrite limitait l'escalade, ce qui a permis d'éviter le shot direct. Aujourd'hui, ce garde-fou semble s'être évaporé. Les lignes rouges sont floues, parfois inexistantes. À cela s'ajoute la puissance des réseaux sociaux, la circulation virale de la haine, les campagnes médiatiques et psychologiques qui amplifient chaque incident. Résultat, les tensions s'emballent à une vitesse vertigineuse et le passage à la confrontation militaire devient une possibilité tangible. Et cela, oui, c'est profondément préoccupant. Les répercussions ne s'arrêtent évidemment pas au Moyen-Orient. Le Maghreb serait directement concerné par l'issue de cette confrontation. Prenons d'abord Alger. Fidèle à sa ligne dure et opposée à toute reconnaissance d'Israël, l'Algérie observe ce conflit avec une attention presque stratégique. Pourquoi? Parce qu'un éventuel effondrement du pouvoir à Téhéran offrirait à Israël l'occasion d'éliminer l'un de ses principaux rivaux régionaux. Soyons clairs,
Dans l'espace musulman, les États qui s'opposent frontalement à Israël ne sont pas nombreux. En réalité, 2 capitales assument ouvertement cette posture, Téhéran et Alger. Le Yémen, fragmenté par la guerre civile. Le Soudan, politiquement affaibli. Ces acteurs ne pèsent pas de la même manière. Ainsi, si le régime iranien venait à disparaître, hypothèse possible mais loin d'être acquise, l'Algérie se retrouverait pratiquement seule à porter ce discours de rejet absolu et à faire de la cause palestinienne un pilier central de sa légitimité interne. Dans ce scénario, Alger devrait composer avec un environnement international profondément transformé, où elle apparaîtrait comme l'unique voix intransigeante dans le monde musulman sur ce dossier. À l'inverse, Rabat verrait les choses sous un tout autre angle. Le Maroc, engagé dans les accords d'Abraham et lié militairement à Israël, s'inscrit dans un axe stratégique aux côtés des Émirats arabes unis, de Bahreïn et d'autres partenaires clairement hostiles à l'influence iranienne. Si Tel Aviv sort renforcé du conflit, le royaume chérifien pourrait afficher avec assurance ses choix diplomatiques et consolider ses ambitions régionales. Bien sûr, l'hypothèse d'une défaite israélienne paraît peu probable, notamment en raison du soutien déterminant des États-Unis. Mais l'équilibre politique du Maghreb dépendra étroitement de l'issue de cette guerre et chacun le sait parfaitement. Il faut être lucide. Imaginer Téhéran capable de décapiter la direction israélienne relève davantage du fantasme que de l'analyse stratégique. Oui, l'Iran peut frapper. Oui, des missiles peuvent atteindre des infrastructures sensibles, provoquer des destructions, faire des victimes. Mais éliminer les figures centrales du pouvoir israélien, neutraliser les décideurs de tout premier rang, sauf scénario totalement inattendu, cela dépasse largement ses capacités actuelles. En revanche, là où Téhéran peut réellement jouer sa carte, c'est sur un autre terrain, celui de l'endurance. La logique n'est pas celle du coup fatal, mais celle de l'épuisement progressif. Multiplier les frappes, saturer les défenses, accepter des pertes lourdes, civiles comme militaires, tout en maintenant la pression. L'objectif n'est pas de gagner en une nuit, mais d'user l'adversaire jusqu'à l'essoufflement. Car il existe un déséquilibre démographique et psychologique. L'Iran est un pays vaste, peuplé, habitué aux sanctions et aux restrictions. Son économie souffre, certes, mais elle s'est adaptée à la contrainte. Sa société a appris à vivre sous pression. En face, Israël repose sur un modèle fondé sur la stabilité, la croissance et un haut niveau de sécurité intérieure. Une guerre prolongée pourrait fissurer cette normalité. Autrement dit, si Téhéran ne peut pas frapper la tête, il peut tenter d'attaquer les nerfs. Miser sur la durée, sur la fatigue collective, sur l'érosion du moral. Et parfois, dans les conflits modernes, l'usure vaut autant qu'une victoire éclatante. Imaginons que le conflit s'installe dans la durée. Au-delà d'une semaine, 10 jours, peut-être davantage. À ce moment-là, les systèmes de défense antimissiles israéliens pourraient commencer à montrer des signes de saturation. Les stocks de projectiles défensifs ne sont pas infinis. L'économie, elle, encaisserait un choc brutal. Croissance en berne, milliards envolés, activité paralysée. Le trafic aérien suspendu, un ciel vidé d'avions civils, une atmosphère de siège permanent. Et puis, il y a l'élément invisible mais décisif, le moral collectif. Une société habituée à la sécurité et à la performance économique pourrait vaciller sous la pression continue des alertes et des frappes répétées. À force d'endurer, même la puissance la mieux équipée peut s'essouffler. Dans un tel scénario, l'usure deviendrait une arme redoutable. Et c'est précisément sur ce terrain que Téhéran pourrait tirer avantage. Car si, malgré les secousses internes, ou même la disparition de son guide suprême, le pouvoir iranien parvient à tenir bon, s'il refuse de plier rapidement, s'il réussit, en 2 semaines à peine, à éprouver les défenses aériennes israéliennes et à toucher symboliquement de grandes métropoles, alors le résultat ne serait pas nécessairement une défaite pour l'Iran. Sans forcément triompher de manière éclatante, il pourrait au minimum préserver sa crédibilité. Dans ce cas, ce serait l'image d'invincibilité d'Israël qui serait fissurée. Son aura de supériorité militaire et technologique ne semblerait plus incontestable. Le prestige en prendrait un coup, et le récit de toute puissance serait fragilisé.
Autrement dit, même sans victoire nette, Téhéran pourrait revendiquer un gain stratégique. Supposons un instant que Téhéran sorte renforcé de cette confrontation. Dans ce cas, Rabat, tout comme les partenaires régionaux d'Israël, se retrouverait dans une posture délicate, pour ne pas dire inconfortable. Car le premier tribunal, ce serait l'opinion publique. Et les peuples, eux, finissent toujours par poser des questions. Au Maroc, l'adhésion totale à la ligne israélienne ne fait pas l'unanimité. Dans plusieurs sociétés musulmanes, malgré les fractures historiques entre sunnites et chiites, l'émotion dépasse souvent les clivages doctrinaux. Les images de bombardements, d'écoles détruites, d'enfants tués marquent les esprits. Les pertes civiles nourrissent une solidarité instinctive, même envers un pays chiite comme l'Iran. Et cela, même si Téhéran prend le risque de frapper des capitales arabes, Abu Dhabi, Manama, Doha ou Kuwait City, au lieu de viser exclusivement des installations militaires américaines, comme il l'affirme. L'opinion, elle, réagit d'abord aux images et aux victimes. Dans cette perspective, la stratégie iranienne pourrait s'inscrire dans la durée, tenir bon, encaisser, répondre coup pour coup. Même affaiblie, même touchée, l'armée continuerait de riposter. Les spécialistes des questions de défense soulignent d'ailleurs que l'arsenal balistique iranien demeure conséquent, avec des vecteurs capables d'atteindre l'ensemble du territoire israélien. Autrement dit, la capacité de nuisance ne disparaîtrait pas du jour au lendemain. Si la résistance se prolonge, l'effet cumulatif pourrait peser lourd sur Israël, sur son économie, sur son quotidien, sur sa stabilité. Et contrairement à certaines spéculations, une intervention terrestre américaine paraît hautement improbable. Washington n'enverra pas de troupes occuper le sol iranien. On peut presque le dire sans hésitation. Dès lors, tout dépend de la solidité du pouvoir en place à Téhéran. S'il tient, l'Iran peut espérer transformer l'endurance en avantage stratégique. Mais ce régime reste opaque, difficile à décrypter. Peut-il survivre à un choc majeur, à la disparition éventuelle de son guide suprême ?